Lu par Christiane Joanne. Essai sur les révolutions, suivi des études historiques, par François-René de Chateaubriand. Préface générale, édition de 1826. Si j'avais été le maître de la fortune, je n'aurais jamais publié le recueil de mes ouvrages. L'avenir, supposé que l'avenir entende parler de moi, eût fait ce qu'il aurait voulu. Plus d'un quart de siècle passé sur mes premiers écrits, sans les avoir étouffés, ne m'a pas fait présumer une immortalité que j'ambitionne peut-être moins qu'on ne le pense. C'est donc contre mon penchant naturel et aux dépens de ce repos, dernier besoin de l'homme, que je donne aujourd'hui l'édition de mes œuvres. Peu importe au public les motifs de ma détermination, il suffit qu'il sache, ce qui est la vérité, que ces motifs sont honorables. J'ai entrepris les mémoires de ma vie. Cette vie a été fort agitée. J'ai traversé plusieurs fois les mers, j'ai vécu dans la hutte des sauvages et dans le palais des rois, dans les camps et dans les cités. Voyageur au champ de la Grèce, pèlerin à Jérusalem, je me suis assis sur toutes sortes de ruines. J'ai vu passer le royaume de Louis XVI et l'empire de Bonaparte. J'ai partagé l'exil des Bourbons et j'ai annoncé leur retour. Deux poids qui semblent attachés à ma fortune la font successivement monter et descendre dans une proportion égale. On me prend, on me laisse, on me reprend dépouillé un jour, le lendemain on me jette un manteau pour m'en dépouiller encore. Accoutumé à ces bourrasques, dans quelque port que j'arrive, je me regarde toujours comme un navigateur qui va bientôt remonter sur son vaisseau et je ne fais à terre aucun établissement solide. 2 heures m'ont suffi pour quitter le ministère et pour remettre les clés de l'hôtellerie à celui qui devait l'occuper. Qu'il faille en gémir ou s'en féliciter, mes écrits ont teint de leur couleur grand nombre des écrits de mon temps. Mon nom, depuis 25 années, se trouve mêlé au mouvement de l'ordre social. Il s'attache au règne de Bonaparte, au rétablissement des hôtels, à celui de la monarchie légitime, à la fondation de la monarchie constitutionnelle. Les uns repoussent ma personne, mais prêchent mes doctrines, et s'emparent de ma politique, en la dénaturant. Les autres s'arrangeront de ma personne si je consentois à la séparer de mes principes. Les plus grandes affaires ont passé par mes mains. Je connais presque tous les rois, presque tous les hommes, ministres ou autres, qui ont joué un rôle de mon temps. Présenté à Louis XVI, j'ai vu Washington au début de ma carrière, et je suis retombé à la fin sur ce que je vois aujourd'hui. Plusieurs fois Bonaparte me menaça de sa colère et de sa puissance, et cependant il était entraîné par un secret penchant vers moi, comme je ressentois une involontaire admiration de ce qu'il y avait de grand en lui. J'aurais tout été dans son gouvernement si je l'avais voulu, mais il m'a toujours manqué pour réussir une passion et un vice, l'ambition et l'hypocrisie. De pareilles vicissitudes, qui me travaillèrent presque au sortir d'une enfance malheureuse, répandront peut-être quelque intérêt dans mes mémoires. Les ouvrages que je publie seront comme les preuves et des pièces justificatives de ces mémoires. On y pourra lire d'avance ce que j'ai été, car ils embrassent ma vie entière. Les lecteurs qui aiment ce genre d'études rapprocheront les productions de ma jeunesse de celles de l'âge où je suis parvenu. Il y a toujours quelque chose à gagner à ces analyses de l'esprit humain. Je crois ne me faire aucune illusion et me juger avec impartialité. Il m'a paru, en relisant mes ouvrages pour les corriger, que 2 sentiments y dominaient: l'amour d'une religion charitable et un attachement sincère aux libertés publiques. Dans l'essai historique même, au milieu d'innombrables erreurs, on distingue ces 2 sentiments. Si cette remarque est juste, si j'ai lutté partout et en tout temps en faveur de l'indépendance des hommes et des principes religieux, qu'ai-je à craindre de la postérité? Elle pourra m'oublier, mais elle ne maudira pas ma mémoire. Mes ouvrages, qui sont une histoire fidèle des 30 prodigieuses années qui viennent de s'écouler, offrent encore, auprès du passé, des vues assez claires de l'avenir. J'ai beaucoup prédit. Il restera après moi des preuves irrécusables de ce que j'ai inutilement annoncé. Je n'ai point été aveugle sur les destinées futures de l'Europe. Je n'ai cessé de répéter à de vieux gouvernements, qui furent bons dans leur temps et qui eurent leur renommée, que force est-toi pour eux de s'arrêter dans des monarchies constitutionnelles ou d'aller se perdre dans la République. Le despotisme militaire qu'ils pourraient secrètement désirer n'aura pas même aujourd'hui une existence de quelque durée.
L'Europe, pressée entre un nouveau monde tout républicain et un ancien empire tout militaire, lequel a tressailli subitement au milieu du repos des armes, cette Europe a plus que jamais besoin de comprendre sa position pour se sauver. Qu'aux fautes politiques intérieures on mêle les fautes politiques extérieures, et la décomposition s'achèvera plus vite. Le coup de canon dont on refuse quelquefois d'appuyer une juste cause, tôt ou tard on est obligé de le tirer dans une cause déplorable. 25 années se sont écoulées depuis le commencement du siècle. Les hommes de 25 ans qui vont prendre nos places n'ont point connu le siècle dernier, n'ont point recueilli ces traditions, n'ont point sucé ces doctrines avec le lait, n'ont point été nourris sous l'ordre politique qui l'a régi. En un mot, ne sont point sortis des entrailles de l'ancienne monarchie et n'attachent au passé que l'intérêt que l'on prend à l'histoire d'un peuple qui n'est plus. Les premiers regards de ces générations cherchèrent en vain la légitimité sur le trône, emportait qu'elle était déjà depuis 7 années par la Révolution. Le géant qui remplit soit le vide immense que cette légitimité a laissé après elle, d'une main touchoit le bonnet de la liberté, de l'autre la couronne. Il alloit bientôt les mettre à la fois sur sa tête, et seul il était capable de porter ce double fardeau. Ces enfants qui n'entendirent que le bruit des armes, qui ne virent que des palmes autour de leur berceau, échappèrent par l'orage à l'oppression de l'Empire. Ils ignorent que les jeux de la victoire, dont leur père portoit les chaînes, race innocente et libre, ces enfants n'étaient pas nés quand la Révolution commit ce forfait. Ils n'étaient pas hommes quand la Restauration multiplia ses fautes. Ils n'ont pris aucun engagement avec nos crimes ou avec nos erreurs. Combien il eût été facile de s'emparer de l'esprit d'une jeunesse sur laquelle des malheurs qu'elle n'a pas connus ont néanmoins répandu une ombre et quelque chose de grave. La Restauration s'est contentée de donner à cette jeunesse sérieuse des représentations théâtrales des anciens jours, des imitations du passé qui ne sont plus le passé. Qu'a-t-on fait pour la race sur qui reposent aujourd'hui les destinées de la France? Rien. S'est-on même aperçu qu'elle existait? Non. Dans une lutte misérable d'ambition vulgaire, on a laissé le monde s'arranger sans guide. Les débris du XVIIIe siècle, qui flottent épars dans le XIXe, sont au moment de s'abîmer. Encore quelques années, et la société religieuse, philosophique et politique appartiendra à des fils étrangers aux mœurs de leurs aïeux. Les semences des idées nouvelles enlevées partout, ce sera en vain qu'on y voudra détruire. On pourra cultiver la plante naissante, la dégager de son venin, lui faire porter un fruit salutaire. Il n'est donné à personne de l'arracher. Une déplorable illusion est de supposer mes temps épuisés, parce qu'il ne semble plus possible qu'ils produisent encore, après avoir enfanté tant de choses. La faiblesse s'endort dans cette illusion. La folie croit qu'elle peut surprendre le genre humain dans un moment de lassitude et le contraindre à rétrograder. Voyez pourtant ce qui arrive. Quand on a vu la Révolution françoise, dites-vous, que peut-il survenir qui soit digne d'occuper les yeux? La plus vieille monarchie du monde renversée, l'Europe tour à tour conquise et conquérante, des crimes inouïs, des malheurs affreux, recouverts d'une gloire sans exemple. Qu'y a-t-il après de pareils événements? Ce qu'il y a, portez vos regards au-delà des mers. L'Amérique entière sort républicaine de cette révolution que vous prétendiez finie et remplace un étonnant spectacle par un spectacle plus étonnant encore. Et l'on croira que le monde a pu changer ainsi sans que rien n'ait changé dans les idées des hommes. On croira que les 30 dernières années peuvent être regardées comme non avenues, que la société peut être rétablie telle qu'elle existait autrefois. Des souvenirs non partagés, de vains regrets, une génération expirante que le passé appelle, que le présent dévore, ne parviendront point à faire renaître ce qui est sans vie. Il y a des opinions qui périssent comme il y a des races qui s'éteignent, et les unes et les autres restent tout au plus un objet de curiosité et de recherche dans les champs de la mort. Que, loin d'être arrivé au but, la société marche à des destinées nouvelles, c'est ce qui me paraît incontestable. Mais laissons cet avenir plus ou moins éloigné à ces jeunes héritiers. Le mien est trop rapproché de moi pour étendre mes regards au-delà de l'horizon de ma tombe. Ô France, mon cher pays et mon premier amour, un de vos fils, au bout de sa carrière, rassemble sous vos yeux les titres qu'il peut avoir à votre bienveillance maternelle. S'il ne peut plus rien pour vous,
Vous pouvez tout pour lui, en déclarant que son attachement à votre religion, à votre roi, à vos libertés, vous est agréable. Illustre et belle patrie, je n'aurai désiré un peu de gloire que pour augmenter la tienne. Fin de la section 0.